Vladimir Poutine ramène officiellement l'Union soviétique. Après qu'un des propagandistes les plus fidèles du Kremlin ait craqué publiquement et exposé le style de vie secret de milliardaire de Poutine, ses filles cachées et sa corruption massive, le dictateur ne s'est pas contenté de l'arrêter. Il l'a directement envoyé dans un hôpital psychiatrique. Et maintenant, le Kremlin considère littéralement toute critique envers le président russe comme une maladie mentale. Voilà la Russie de Poutine. Pas d'internet et pas de liberté. Hier, nous avons parlé d'Ilya Remslov, le propagandiste pro-Kremlin qui a choqué la Russie en publiant 5 raisons pour lesquelles il ne soutient plus Poutine. Il a même qualifié Poutine de criminel de guerre et a appelé à sa démission et à ce qu'il soit jugé. Après que j'ai publié cette vidéo, il a ajouté un 6e point. Il ne reculait pas dans ses critiques. Voici la 6e raison. Une obsession imprudente, presque pathologique, pour le luxe. Je pensais autrefois que toutes ces enquêtes menées par des agents étrangers sur les yachts et les résidences étaient quelque peu exagérées. Mais en 2026, il est devenu impossible de le cacher. Poutine possède environ 20 palais des résidences à travers tout le pays, ainsi que des avions et des trains blindés. Comme des personnes incompétentes ou corrompues travaillent pour lui, toutes ces informations fuitent vers les services de renseignement étrangers. J'ai déjà écrit sur les élites mondiales qui, au lieu de laisser une trace significative dans l'histoire, se construisent leur propre île à la Epstein. Et en Russie, il semble que ce soit à peu près la même chose. Poutine avait tout. Des prix de l'énergie élevés, un vaste pays riche en ressources, et une population qui le soutenait sincèrement en tant que jeune président. Tout était possible. Des percées scientifiques, la meilleure intelligence artificielle du monde, une mission vers Mars, l'exploration de Sirius, ou au minimum, améliorer considérablement la vie des gens. Mais au lieu de cela, Poutine a choisi une voie détournée pour s'enrichir lui-même, ainsi que ses amis de la coopérative au zéro. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est, car je ne pense pas que nous en ayons déjà parlé. Vous voyez, dans les années 1990, lorsque Poutine n'était encore qu'un simple agent du KGB travaillant pour le gouvernement de Saint-Pétersbourg, il a créé cette coopérative avec ses amis. Ils ont construit ensemble des maisons au bord du lac et partagé les frais dans une association de quartier. Aujourd'hui, ces maisons et le quartier n'ont plus vraiment d'importance. L'essentiel, ce sont les personnes dans cette coopérative. Vous voyez, après que Poutine soit devenu président, chaque membre de cette coopérative s'est retrouvé à des postes de pouvoir, soit comme politicien, soit comme milliardaire, oligarque en Russie. Il contrôle maintenant une énorme partie de la richesse de la Russie. Et même si Poutine n'en possède légalement aucune partie, tout cela remonte à lui. Supposons que Poutine veuille une maison sur une plage chère, sans la construire lui-même. L'un de ses amis d'Ozoro la construira pour lui, et ils le rembourseront en lui offrant cette maison pour tout ce qu'il a fait pour eux. C'est exactement ainsi que Poutine peut devenir la personne la plus riche du monde sans rien posséder légalement à son propre nom. C'est en fait un grand scandale en Russie, car tout cela a été rendu public parce que les personnes autour de Poutine ne sont pas si prudentes. Vous savez, ils sont riches, mais pas prudents. Donc tous les secrets sont révélés au grand public. Et c'est pourquoi les Russes parlent beaucoup de cette coopérative, parce qu'ils savent que c'est la principale chose qui révèle la corruption au Kremlin. Mais vous voyez, Remslov ne s'est pas arrêté là. Après sa déclaration, il a publié une vidéo pour préciser que Poutine n'est pas dupé par les conseillers qui l'entourent. Il a délibérément construit ce système pour en tirer profit lui-même. Ce point répond directement à une excuse que Poutine a toujours utilisée. Historiquement, chaque fois qu'il fait face à une critique, il dit « Et les gars, ce n'est pas moi qui suis corrompu, ce sont juste les gens autour de moi. » C'est une vieille ruse russe, connue sous le nom de « bon tsar, mauvais boyard », ce qui signifie que le tsar Poutine est bon. Il veut faire le bien pour la Russie, mais les gens autour de lui sont corrompus. En réalité, ce n'est pas du tout vrai. C'est simplement une excuse que les tsars russes ont toujours utilisée. Écoutez cet extrait. Et voici, les amis, un autre paradoxe. Si Poutine s'était vraiment entouré de personnes qui n'ont pas peur de lui dire la vérité, qui sont compétentes et ne se contentent pas de voler de l'argent, il aurait pu mener le combat de manière bien plus efficace. Par exemple, en Ukraine, il aurait pu faire bien plus pour renforcer son pouvoir. C'est-à-dire, il aurait été un homme bien plus dangereux. Il craint de s'entourer de ces personnes, non? Un paradoxe, et il devient de plus en plus faible à cause de cela. Vous pouvez voir ce qui se passe maintenant. Il y a une confusion et un désordre total. Je vois déjà des signes clairs de l'effondrement du système. Poutine va perdre le pouvoir car il craint de s'entourer de personnes pouvant lui faire concurrence. Et cela se produira très probablement cette année, en 2026. в текущем году, в 2026 году.
Et ensuite, il s'en est pris aux enfants de Poutine. Poutine est complètement irrationnel sur la question de ses enfants. Il est compréhensible que les enfants doivent être protégés, mais tout doit être fait avec modération. Le problème, c'est que Poutine est très lâche, et il a sérieusement intimidé ses propres enfants. Les filles de Poutine ne portent même pas son nom de famille, ce qui est complètement absurde. Tout le monde sait qui sont vraiment Teknova et Vorostova. Refuser le nom de famille et paternelle par peur, y a-t-il plus pathétique ? Faut-il rappeler qu'elles n'ont jamais bâti leur propre carrière ni leur vie ? Ensuite, il a évoqué un point qui sonnait comme un présage. En général, je suggérerais que Vladimir Poutine suive 10 à 12 séances avec un psychanalyste. Je peux lui recommander un spécialiste s'il en a besoin. Il est clair qu'il n'a pas surmonté sa peur d'enfance et son besoin de tout contrôler, qu'il a transféré à sa vie d'adulte, puis à celle de ses enfants, sans parler des citoyens de la Russie. Peut-être que la psychanalyse aidera Poutine à ne plus avoir peur des smartphones et d'Internet, et nos vies deviendront plus faciles. Qu'en pensez-vous ? Maintenant, je suppose que Poutine lisait tout cela parce qu'il a effectivement suivi ce conseil. Mais malheureusement, ce n'est pas Poutine qui est allé dans un établissement psychiatrique. Le blogueur, critique de Poutine, a été admis dans un établissement similaire à celui où il suggérait que Poutine aille. Nous le savons, car il a disparu de Telegram et WhatsApp. Il y a seulement quelques jours, il répondait à tous ceux qui lui envoyaient des messages, ou du moins il essayait de répondre au plus grand nombre possible. Et puis, il y a 2 jours, plus aucune réponse. Et en Russie, tu sais ce que ça veut généralement dire quand des gens disparaissent soudainement ? En général, ils ont l'habitude de tomber dans les escaliers, ou de tomber par la fenêtre. Mais heureusement, ce n'était pas le cas cette fois-ci. Tu vois, Reuters a contacté un hôpital à Saint-Pétersbourg, et ils ont demandé si quelqu'un du nom de Remoslav avait été admis. L'hôpital a effectivement confirmé que oui, une personne portant exactement le même prénom et nom de famille a été admise ces derniers jours, et qu'ils ne peuvent pas donner plus d'informations. Je suppose que c'est simplement le secret médical. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il n'est pas en prison. Il n'est pas mort. Il est simplement dans un établissement psychiatrique. Il faut aussi se rappeler ce qui est arrivé à Navalny. Il n'est pas tombé d'une fenêtre immédiatement, il a d'abord été emprisonné. Nous connaissons la suite. Mais pour Poutine, il ne s'arrête pas là. Une nouvelle législation est en train d'être adoptée à la Douma russe. Regardez ce reportage. Un projet de loi a été déposé à la Douma russe, qui interdirait aux journalistes d'écrire des articles d'opinion et des enquêtes dans des contextes accusatoires avant qu'une décision de justice n'ait été rendue. Les enquêtes journalistiques seront aussi partiellement interdites. Et par-dessus tout cela, Poutine rend également les manifestations illégales, en particulier les manifestations contre la coupure d'Internet. Écoutez bien. Le magazine Nizavisa rapporte les tentatives infructueuses à travers la Russie pour organiser des manifestations contre la censure d'Internet. Le titre ? Les manifestations ne sont désormais plus conformes à la loi. Les autorités régionales russes refusent désormais les demandes de manifestations dans la rue sans invoquer les restrictions Covid, contrairement à avant. À Kazan, le parti Yablika a été informé que les objectifs et les résultats concrets de leurs demandes de manifestation pour la défense d'Internet n'étaient pas clairs. Dans la région d'Irkoutsk, les demandes de manifestation contre le blocage d'Internet ont été qualifiées de non conformes à la loi. La branche de l'Altaï du Parti communiste, qui voulait protester contre le ralentissement de Telegram et contre la répression politique, s'est vu dire que ces slogans ne reflètent pas la réalité et sont trompeurs. Il semble aussi y avoir un effort coordonné pour convaincre les Russes que vivre sans Internet n'est pas un vrai problème. Vivre sans GPS, sans carte, sans Telegram et sans aucune application d'actualité n'est pas un problème majeur. Et c'est exactement ce qui est répété dans pratiquement toutes les émissions à la télévision russe. Maintenant, l'excuse qu'ils utilisent pour cela, c'est qu'il y a une guerre en cours et que le pays doit tout faire pour protéger les citoyens. Il faut se rappeler que c'est Poutine qui a déclenché cette guerre et qui demande aujourd'hui aux Russes de vivre comme au 19e siècle à cause de ce conflit qu'ils n'auraient pas dû lancer. Écoutez bien. Eh bien, quand il y a une guerre, il y a probablement des valeurs plus importantes que le confort et cette hystérie constante du « et si » et du « que va-t-il se passer maintenant ?» Eh bien, si les dirigeants du pays ont pris une telle décision, c'est probablement basé sur une compréhension très précise de la situation. Dans un sens très précis de la situation, on peut s'en passer et, en principe, mener une vie humaine complètement calme, épanouie, réelle et normale. Même si, eh bien, notre cher Douma d'État et nos chers administrateurs politiques, notre cher Douma d'État et nos chers responsables politiques
Tous nos chers patrons instaurent ces restrictions dont on parle aujourd'hui. Des restrictions qui aujourd'hui... D'abord, pour ainsi dire, ils installent l'Internet haut débit dans chaque cabane au fond du jardin. Ensuite, tu es assis dans cette cabane et bam, plus d'Internet. Que peux-tu faire? J'ai déjà oublié comment faire autrement. Et à quoi ça mène? À de l'irritation, du mécontentement. Et n'importe qui peut en profiter. En effet, ici dans la capitale, il y a de graves perturbations avec l'Internet et le service mobile. Eh bien, que dire? Ce sont les temps dans lesquels nous vivons. Parfois, il faut juste être un peu patient. Les moyens de limiter la connexion mobile, apparemment, ont été désactivés spécifiquement pour permettre les restrictions et vérifier comment cela fonctionnerait. Voilà, ça fonctionne. Oui. Maintenant, nous allons vivre. C'était quoi cette phrase dans la chanson de Liu Bei? Nous allons vivre d'une nouvelle façon maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire? Et en général, tu sais, ça crée de nouvelles connexions neuronales. C'est très utile. Quand tu ouvres une carte en papier comme ça, le monde commence à paraître un peu différent. Tu commences à voir quelle rue il y a. Si tu veux parler de ça sérieusement, réfléchis calmement. Genre, comment on va vivre? Oh mon Dieu, comment on va vivre? On va très bien s'en sortir. Et il n'y a pas que les civils qui souffrent. Les soldats russes en première ligne se plaignent aussi exactement du même problème. On leur a demandé de quitter Telegram pour utiliser Max, une messagerie contrôlée par le FSB. La police, sans doute la police militaire, vérifie les téléphones de tous pour s'assurer qu'ils respectent cet ordre. Voici un fait intéressant sur cette application créée par le FSB. Si vous l'ouvrez et que vous regardez la carte ou les emplacements, la Crimée est en fait indiquée comme un territoire ukrainien sur cette application. Une application que le FSB a lui-même créée. Tu parles d'une organisation de renseignement compétente. Pas étonnant que Poutine soit toujours aussi effrayé. C'est évidemment une excellente nouvelle pour l'Ukraine. Bientôt, les forces russes communiqueront via courrier papier sur le front. Et ce n'est pas moi qui le dis. Voici ce que déclare directement le président ukrainien Zelensky. Écoutez. Les services spéciaux russes ont travaillé via Telegram en Ukraine et le font encore. Nous le savons, nous le détectons, nous le combattons. Quant à nous, franchement, nous travaillons aussi via Telegram en Russie. Maintenant que la Russie restreint Telegram, il sera évidemment plus difficile de transmettre des messages à leur société. Ce sera le plus compliqué. Mais quand même, j'ai reçu un rapport sur leur nouveau réseau, le Max. Eh bien, on parlera aussi du Max. Les mesures qu'ils prennent, ce qu'ils font, restreindre les réseaux sociaux, restreindre les communications mobiles, tout cela vise un contrôle total. Nous comprenons ce que Poutine est en train de construire en Russie, ou a presque déjà construit. C'est un pas en arrière, un retour de 100 ans en arrière. Il pourrait bientôt revenir au courrier papier, au télégraphe et aux chevaux. C'est ça, leur civilisation. Peut-être que Poutine aime vraiment ça. C'est peut-être ainsi qu'il retrouve sa jeunesse. C'est peut-être ce qu'il ressent en redevenant jeune.